Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette première conférence de l'Université du facteur humain de l'année 2025. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Lucas Verhelst. Alors, je ne suis pas sûr de bien le prononcer, mais il le prononcera mieux que moi tout à l'heure. Lucas est architecte urbaniste, fondateur d'un think tank qui s'appelle l'UCA, et il est aussi la personne qui a dirigé ce magnifique ouvrage avec plein d'autres auteurs, Manuel d'un monde en transition, sans un obstacle au changement, sans une piste d'action. J'en ai beaucoup parlé parce que vraiment le livre est magnifique, mais vraiment très beau. C'est un très beau livre à avoir chez soi. Et donc, on a le plaisir de l'accueillir pour nous parler de ce sujet, pas évident, de la transition, vue au travers de ces différents obstacles. Comme d'habitude, Lucas va prendre une quarantaine de minutes, un peu plus, parce qu'il a beaucoup de choses à dire pour nous présenter différents éléments. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, listez-les dans le chat. Lucas y répondra à la fin de la conférence. On reprendra les questions dans l'ordre d'apparition. Et sinon, voilà, je vous souhaite tout simplement une bonne conférence. On gardera vraiment du temps à la fin. Peut-être qu'on débordera un petit peu pour répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. Lucas, vous pouvez maintenant prendre la parole. Merci Alban, merci Laura, merci l'Université du facteur humain de m'avoir invité. Merci à toutes et à tous d'avoir pu dégager du temps pour venir m'écouter. Donc je vais vous parler effectivement de l'ouvrage que vous a montré brièvement Alban, le manuel d'un monde en transition. Et pour ça, j'ai besoin de faire un court préambule. Donc, juste pour me présenter brièvement, Lucas Verhelst, architecte urbaniste. Je m'intéresse depuis une bonne dizaine d'années au phénomène de transition écologique, énergétique. Et fort de cet intérêt, j'ai créé deux organisations, dont l'une s'appelle le LUSEA, comme Alban l'a dit, qui est un laboratoire d'idées sur nos différentes manières d'utiliser le sol. Et puis, tout dernièrement, une autre qui s'appelle l'I3, pour Institut international d'impédimentologie. Je reviendrai sur ce terme. Qui est en fait le pendant associatif du bouquin dont on va parler ce soir. Alors, la transition vue par le prisme de ses propres obstacles, hein, c'est donc le titre de cette conférence. Alors, je ne sais pas si vous suivez de près l'actualité du développement durable, des phénomènes transitionnels, mais moi, je retiens à peu près trois périodes très importantes, dont la première commence en 1972. 1972, c'est une année charnière parce qu'il y a plusieurs événements phares qui vont se passer, notamment le rapport Meadows, on en reparlera peut-être un peu plus tout à l'heure. Il y a la conférence de Stockholm, il y a également un rapport qui sort, qui a été écrit par une trentaine de scientifiques, qui s'appelle le plan pour la survie, si je traduis en français, et qui est en fait le premier document qui fait état de l'idée de soutenabilité. Voilà. Si je fais un bond jusqu'en 1987, il y a le rapport Brundtland qui officialise en fait l'idée de développement durable, qui reprend à son propre compte le concept de soutenabilité qui était dans les années 70 très radical, qui le reprend à son propre compte. Et là, les économistes néoclassiques sont assez malins parce que ils arrivent à introduire un certain nombre de concepts économiques, comme notamment la substituabilité des différentes formes de capitaux, entre capital humain et capital naturel, ou l'idée qu'il n'y a pas de limite en fait, à la croissance. Et ces différents principes vont faire du principe de la soutenabilité quelque chose de très néolibéral compatible, en fait. Et donc ça, c'est une première étape. Donc pendant cette première phase, hein, 1972-1987, on parle beaucoup de réchauffement climatique, on parle d'érosion de la biodiversité aussi, avec des premières ONG très importantes qui émergent, comme Greenpeace ou le WWF. On parle aussi beaucoup du trou dans la couche d'ozone. Et on déplore beaucoup le fait qu'en fait, on ne parle pas assez de ces sujets-là. Il y a cette idée-là qui est très présente, que les populations civiles ne sont pas assez sensibilisées. Il y a une deuxième période qui commence en 87, donc ou en 92, avec l'inauguration du développement durable,
comme méthode en fait pour répondre notamment aux problèmes du réchauffement climatique. Ce développement durable, il va être inscrit au fronton de nos institutions, notamment dans les intitulés des ministères en charge de l'environnement, donc ministère du développement durable, qui apparaissent dès le début des années 2000. Et puis, en même temps, début 2005-2010, on a un foisonnement de concepts autres que le développement durable. Parmi ces concepts, il y a l'idée de transition. Ça, c'est Rob Hopkins qui, le premier, initie l'idée de transition écologique, en lien aussi avec la raréfaction des énergies fossiles. Et puis, on a très vite la transition énergétique aussi qui apparaît, puis la transition agroalimentaire, puis la transition entrepreneuriale, puis la transition hydrique. Voilà, on a un foisonnement de qualificatifs qui apparaissent. Et à côté de ça, on a plein de concepts aussi, comme l'économie régénérative, l'économie du donut, l'agroécologie, la ville du quart d'heure, je pourrais en citer un certain nombre. Mais on a eu ça et puis cette période continue encore aujourd'hui, hein, mais on a eu ça jusqu'au début des années 2020, on va dire. Et on est rentré dans une troisième période, depuis 2020, qui est un peu, après cette période de foisonnement et de quasi-euphorie, parce que en 2019, moi, je faisais partie de ceux qui pensaient, avec toutes ces marches qu'il y avait, avec la conférence la citoyenne pour le climat, Convention citoyenne pour le climat, je faisais partie de ceux qui pensaient vraiment que ça allait basculer. Et à partir de 2020, il y a donc une troisième période pour moi qui commence, qui est une période où on commence à se rendre compte que malheureusement, ça ne marche pas. Et lorsqu'on demande aux transitionneurs, aux penseurs de la transition, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi est-ce que cette transition elle ne s'enclenche pas ou elle reste à un niveau d'épiphénomène, la réponse que donnent les transitionneurs, c'est souvent qu'il y a des verrous sociotechniques, il y a des obstacles, il y a des blocages, il y a des dispositifs d'empêchement, selon comment on les appelle, qui font que malheureusement, on n'arrive pas à passer un certain cap dans la mise en œuvre de ces transitions. Alors nous, on est 19 voilà, co-auteurs de ce manuel, et puis avant d'être des co-auteurs, on était donc des collègues de travail ou des différents penseurs qui avons l'habitude de communiquer sur ces sujets-là, et bien on s'est dit simplement que ces phénomènes d'obstacles, il fallait peut-être s'y atteler, puisque quand on écoute les penseurs de la transition, c'est ce qui ressort le plus souvent comme explication pour expliquer que ça n'avance pas assez vite. Donc, on s'est attelé à cette question-là, et moi, je suis donc là aujourd'hui pour tenter d'esquisser ce que pourrait être une pensée de l'obstacle, une pensée des obstacles à la transition. Donc, la conférence, elle est divisée en 3 parties. Je vais déjà juste rappeler ce que j'entends par comportement, par la notion de comportement. Alors, avant de parler des obstacles au changement, il faut peut-être qu'on se mette d'accord sur ce qu'on entend par changement. On parle de changement de quoi exactement? Alors, lorsqu'on s'intéresse aux transitions, il y a un mot qui revient souvent, c'est le changement de comportement. Et ce mot est souvent galvaudé, d'ailleurs mal compris. En fait, en neuropsychologie, un comportement, c'est tout simplement en fait, nos actions du quotidien. Des plus insignifiantes aux plus décisives. Ça peut être la marque de croquettes que vous achetez pour votre chien, au candidat pour lequel vous votez aux élections, en passant par le métier que vous faites. Donc c'est vraiment nos actions du quotidien, et ces actions sont observables et mesurables. Alors, on parle de choses assez concrètes. Donc, un sujet important aussi, c'est que je vais pas vous parler tellement du dérèglement du système Terre, donc que ce soit le réchauffement climatique, l'érosion de la biodiversité, l'acidification des océans, ou le dérèglement du cycle de l'eau, du cycle de l'azote, du phosphore. Tous ces sujets sont importants. Mais pour moi,
pour nous, ils sont pas décisifs, en ce sens que, en fait, ce ne sont que des conséquences, ce ne sont que des symptômes. Des symptômes de quoi? Des symptômes visibles, justement, de nos comportements au sens large. Et ce qu'on constate, en fait, c'est que lorsqu'on a un problème grave, on ne va pas forcément chercher à s'atteler aux symptômes du problème, mais on va plutôt chercher à s'atteler aux causes. Et c'est un petit peu comme si on disait à une personne qui est dépendante à l'alcool de lui rabâcher qu'elle a perdu son travail ou qu'elle a perdu son permis de conduire ou qu'elle est en mauvaise santé, ça n'aurait pas de sens. On va plutôt chercher à comprendre ce qui cause cette dépendance à l'alcool. Eh bien, nous, c'est un peu pareil. On est dépendant aux énergies fossiles notamment. Et le vrai sujet, c'est pas qu'est-ce que ça a comme conséquence. Enfin, ça peut provoquer un électrochoc de mettre un focus sur les conséquences, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est plutôt ce qui cause ces symptômes, à savoir nos comportements humains. Alors, il y a un autre travers aussi, qui est celui, au-delà de celui qui est de faire des focus sur les symptômes de nos comportements, c'est de s'atteler à des causes intermédiaires, plutôt que de s'atteler à des causes primaires, des causes profondes. Et on a souvent dit que la transition, c'était un problème technique, un problème d'ingénieur, peut-être aussi parce que dès les années 2010, avec la transition énergétique, il a souvent été question de technique, parce que pour produire cette énergie fossile à laquelle on est tellement dépendant, on a besoin de technique. Et on a longtemps pensé que la transition était un problème de technique avec toutes les dérives qu'on connaît, notamment le technosolutionnisme. Or, en creux de ces problèmes techniques, en réalité, il y a encore et toujours des comportements alimentaires, notamment, qui consistent souvent à consommer de la nourriture ultra transformée, achetée en supermarché, et puis de mauvaise qualité, très peu nutritive. Comportements dans nos manières de nous déplacer. Avec la surmobilité, on se déplace toujours plus loin, toujours plus souvent, que ce soit pour nos trajets occasionnels ou nos trajets du quotidien. Et puis, comportement aussi, notre positionnement vis-à-vis du vivant qui nous entoure, avec une domination et une opposition systématique entre notre espèce et les autres espèces vivantes. Donc, il ne faut pas oublier que derrière nos crises civilisationnelles, il y a encore et toujours des comportements. Alors, qu'est-ce qui nous pousse à changer de comportement? Pour nous, il y a deux affects. Le premier affect, c'est l'envie, une envie d'autre chose. Mais on pense que la raison primaire, c'est souvent une gêne. Alors, qu'est-ce qu'une gêne? Une gêne, c'est un désagrément, c'est une chose désagréable, c'est une souffrance physique ou mentale. Ça va de la petite gêne ressentie, de la petite dissonance cognitive qu'on connaît beaucoup dans nos pays occidentaux, à des choses beaucoup plus graves, comme la dureté des conditions de vie ou de travail, et puis également, de plus en plus, un sentiment de malaise vis-à-vis des conséquences du dérèglement du système Terre, qui va donner de l'éco-anxiété, de la solastalgie. Donc voilà, c'est un panel très large de désagréments qui font qu'on a envie que ça change. Et il y a un phénomène à l'œuvre qui est assez important en neuropsychologie, qui justement reprend cette idée de gêne, c'est la notion de balance décisionnelle. Et alors pour faire simple et court, lorsqu'on se demande si on va changer de comportement, quel que soit le comportement, que ce soit un comportement alimentaire ou autre, on met en balance les bénéfices que le changement pourrait nous apporter avec l'effort que va nous demander ce changement. Et tant que les bénéfices du changement ne sont pas bien plus importants
que le désagrément en fait de la situation initiale ou l'effort que va nous demander ce changement de comportement, on peut maintenir un statu quo pendant un moment comme ça. Et je crois que tout l'intérêt de la transition, on parle souvent de transition écologique, transition énergétique. En fait, ça, ce n'est pas le but. Le but, c'est la transition des comportements. Transition écologique, énergétique, agroalimentaire, ce sont des moyens. Et tout l'intérêt de cette, le but de ces transitions, c'est de passer d'un comportement de statu quo, qui est en fait un comportement qu'on connaît aujourd'hui, un comportement, on pourrait dire, anthropocénique, vers un comportement vertueux et du respect, on va dire, des limites. On va y venir juste après. Et en systémique, on appelle plaignant, ou en management également, on appelle plaignant un individu qui est frustré par un changement qu'il souhaiterait voir advenir, mais qui n'advient pas, voilà, et qui se plaint du fait que ce changement n'ait pas lieu. Lorsqu'une certaine masse critique de plaignants dans une société est atteinte, lorsqu'un certain nombre de personnes désirant très fortement ce changement de comportement est atteint, ça peut basculer et on peut voir s'enclencher un phénomène de transition sociétale. Alors, qu'est-ce qu'on entend exactement par transition sociétale? Déjà, qu'est-ce qu'on entend par transition? Alors, de manière très générale, une transition, vous l'avez sans doute déjà entendu, c'est le passage d'un état à un autre état. Ça, c'est un peu la définition générique, qui est très pratique d'ailleurs, parce qu'elle nous évite de donner plusieurs sens au mot de transition. Alors, il y a plusieurs acceptions du terme, mais le mot transition n'est pas un mot polysémique. Quelle que soit la transition que l'on considère, c'est toujours le passage d'un état à un autre état. Ça, c'est la définition générique. Si on prend une acception un peu plus systémique, on pourrait dire que une transition, c'est le passage d'un système dynamique complexe à un autre système dynamique complexe. On parle aussi de transition de changement de régime. C'est un peu abstrait, mais ça parle au systémicien. Et plus particulièrement, une transition sociétale, si je donne ma définition, c'est une transformation profonde des paradigmes à l'œuvre dans nos comportements humains. Voilà. Il se trouve que des transitions sociétales, il y en a eu plein par le passé, et c'est ce qui fait que nous, on se raccroche quand même à ce terme, beaucoup plus qu'à celui de développement durable, parce qu'il a une histoire aussi. On parlait de transition néolithique pour le passage du statut de chasseur-cueilleur à celui d'agriculteur-éleveur. Donc c'est quelque chose qui existe. On a un historique de ça. Et plus récemment, on a par exemple, mais les exemples sont très nombreux, j'en prends que deux parce que on pourrait faire une conférence là-dessus. Plus récemment, on a eu une transition démocratique dans bon nombre de pays d'Europe, et la France est un des premiers, lorsqu'on est passé d'un statut de régime monarchique, de monarchie absolue, vers un régime républicain. Voilà, c'est une transition qui a pris 80 bonnes années, si on compte bien, de 1789 à 1870. Donc c'est long. Et si on fait un peu de vocabulaire, on a, lorsque on a des pionniers qui arrivent dans cette transition, qui n'en est pas encore une, mais qui vont apporter de nouvelles manières de voir le monde, on va les appeler des bifurqueurs. C'est par exemple, pour ceux qui connaissent bien la Révolution française, l'exemple de Danton. Voilà, Danton était un bifurqueur. Et souvent, les bifurqueurs prennent beaucoup de risques personnels. Et Danton a mal fini puisqu'il s'est fait guillotiner. Et on a ensuite une phase d'accélération de cette transition. Comme je vous disais, il y a une masse critique qui est atteinte et il y a une accélération de cette transition. Et là, ceux qui s'inscrivent dans ces changements, on va plutôt les appeler des transitionneurs. Et là, je prenais l'exemple de Tocqueville, Alexis de Tocqueville, qui a peut-être des idées beaucoup plus radicales que Danton, d'un point de vue, c'est un vrai républicain, Tocqueville, alors que Danton était plutôt pour une monarchie constitutionnelle. Mais pour autant, Tocqueville arrive dans une époque, dans 30 ans après Danton, dans une époque où l'humeur sociale est beaucoup plus à même d'accueillir ces nouvelles idées qu'à l'époque de 1789-1793.
Et Alexis de Tocqueville, lui, il va faire sa carrière sans trop de heurts, il sera décoré. Voilà. Mais pour autant, on a besoin des deux. On a besoin de bifurqueurs, ce sont ces pionniers qui vont initier un mouvement, et on a besoin des transitionneurs qui vont accélérer le mouvement avant que ce mouvement se stabilise. Et puis peut-être une dernière chose à dire, c'est qu'une transition n'est jamais terminée. Vous voyez, sur le deuxième schéma, une transition vers d'un régime monarchique vers un régime républicain, j'ai mis un point B pour histoire de mettre un point B, mais en France, en réalité, qui est le pays de la révolution vers un système démocratique, en France, le président, on l'appelle encore un monarque républicain. Voilà, ça en dit long. Et par ailleurs, je ne suis pas sûr que la France ait atteint le summum de la démocratie. Donc on a encore du chemin. Alors, quelle est la substantielle moelle de l'idée de transition? Parce que on parle beaucoup, comme je vous le disais, de transition écologique, avec beaucoup aussi de qualificatifs, mais qui sont galvaudés. On parle beaucoup de transition écologique pour parler, par exemple, de l'énergie, ce qui n'est pas tout à fait juste. Enfin, l'écologie, c'est une science, c'est quand même une science qui s'intéresse aux habitats et aux écosystèmes. Donc, une transition écologique devrait être stricto sensu une transition qui s'intéresse à la biodiversité, normalement. Mais il se trouve que on a mal défini en réalité ce qu'on entendait par transition écologique, énergétique, agroalimentaire, et on est un peu dans une espèce de nébuleuse. Voilà, nous, une chose qu'on a faite dans le bouquin, c'est de manière un peu cavalière, de donner une définition de la transition, la grande transition qui inclut en fait toutes les sous-transitions. Et ce qu'on propose, en fait, c'est que cette transition, cette grande transition, c'est le passage d'une ère, on va dire, de l'Anthropocène vers une ère du respect des limites planétaires. Lorsqu'on écoute un peu les grands penseurs de ces sujets, c'est un peu ce qu'on retient. On est dans une ère de l'Anthropocène qu'on peut appeler capitalocène, qu'on peut appeler civilisation thermo-industrielle, peu importe le terme. Mais on passe de cet état-là à une ère où on va se mettre à respecter les limites biogéophysiques de notre planète. Voilà. Et nous, c'est un peu ce qu'on retient. Donc les transitions sont multiples. Elles ne sont pas exhaustives, celles qui sont sur cette slide. En fait, il faudrait que chaque segment de nos sociétés transitionne. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas encore à catalyser toute cette matière brute informationnelle en un faisceau unique de changement. Voilà, on est encore dans une nébuleuse, c'est encore trop diffus et on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la définition même de l'idée de transition et des sous-transitions, en tout cas celles qui apparaissent sur cet écran. Alors, quel est le dénominateur commun de toutes ces sous-transitions? Il y a un concept fort qui est celui des limites de la croissance, donc initié par l'équipe Meadows en 72, qui nous propose plusieurs concepts. On a notamment l'empreinte géologique qui émerge un peu plus tard, et la biocapacité. Et ce qui fait le dénominateur commun entre toutes ces sous-transitions, que ce soit écologique, énergétique, agroalimentaire, etc., c'est qu'en fait, l'empreinte environnementale dépasse la biocapacité de la planète. Et la biocapacité de la planète, c'est quoi? C'est la capacité du système Terre, d'une part, à renouveler des ressources, et d'autre part, à absorber nos pollutions, nos déchets. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a eu un point de passage dans les années 70. Depuis 70, on tire sur la corde, on tire sur l'élastique, et il se trouve que le système arrive encore à tenir, mais on sait qu'aujourd'hui, on consomme plus d'une planète et demie par année. C'est le fameux jour du dépassement qui arrive en août. Donc, on tire sur l'élastique, et cet élastique, il est en train de casser. Alors, on ne sait pas s'il a cassé, s'il va casser, ou s'il est en train de casser. Ce qui est sûr, c'est que la courbe du haut, donc notre empreinte écologique, va devoir repasser sous la courbe du bas, qui est notre biocapacité. La vraie question, c'est comment est-ce qu'elle repasse? Est-ce que c'est une transition douce? Et malheureusement, c'est trop tard pour la transition douce, donc pour le durabilisme.
ou même la décroissance. On sait que on n'a pas réussi à infléchir assez vite cette courbe, parce que cette courbe de l'empreinte écologique, elle continue d'exploser, elle continue d'augmenter quand on regarde les indicateurs. Ou est-ce que c'est une transition brutale, c'est-à-dire les deux scénarios du bas, hein, effondrement ou chaos? Malheureusement, on se dirige plutôt vers ça. Et c'est ça le dénominateur commun de toutes ces sous-transitions, c'est qu'on se dirige vers des effondrements. Il n'y aura pas un effondrement à un endroit donné, il y aura des effondrements. Il y a peut-être des secteurs ou des lieux qui arriveront à transitionner, mais la majorité du système Terre, à travers, et de l'anthroposphère, du suprasystème anthroposphère système Terre, devrait connaître des effondrements. C'est ce qui fait vraiment le dénominateur commun entre toutes les sous-transitions que j'évoquais juste avant. Hop, il y a une slide qui a sauté. Et donc, quand j'évoquais les limites planétaires, je pense que je ne vais pas faire long là-dessus parce que je pense que vous êtes déjà sensibilisés. Vous savez que on est en train d'exploser certaines limites qui sont en fait des valeurs seuil qui ont été conceptualisées par le Stockholm Resilience Center. Bon, il y a 9 limites planétaires. On en a dépassé 6, on est en train de dépasser une 7e qui est l'acidification des océans qu'on va dépasser ces prochains mois. En fait, la seule limite qui a rétrogradé, c'est paradoxalement la couche d'ozone. Voilà. On est en train de dépasser ces valeurs seuil, et au-delà de ça, en fait, on bascule dans l'inconnu, et on est en train de sortir de l'Holocène, qui est en fait une époque géologique qui a permis le développement des civilisations humaines. Donc c'est évidemment très grave. Donc pour en revenir à la question de la gêne ou du désagrément, on est effectivement de plus en plus nombreux à éprouver un malaise du fait de notre prise de conscience des limites planétaires. Et ce qu'on fait en général, la chose la plus simple à faire, lorsqu'on est dans un état, on va dire, de malaise ou de dissonance cognitive par rapport à ça, c'est qu'on va chercher à agir sur la gêne plutôt qu'à agir sur ce qui cause la gêne. C'est la chose qui demande le moins d'énergie. Et ça marche très bien pour les problèmes simples. Hein. Vous avez un mal de tête, hein, vous prenez un Doliprane, ça marche très bien. Vous devez faire un vol Paris-New York, hein, vous êtes un peu gêné aux entournures. Donc, souvent, ce qu'on se dit, c'est que voilà, c'est sur le tarmac de l'aéroport, il y a souvent cette phrase qui revient, que c'est pas très écolo. Mais on va quand même le faire, ce vol, pour diverses raisons. Mais le simple fait de se dire c'est pas très écolo, mais ça permet de supprimer cette gêne, cette dissonance cognitive. Et encore une fois, on agit sur la gêne. Et si vous habitez, par exemple, dans le delta du Gange, et que vous êtes gêné, là, et pour le coup, c'est une gêne qui devient vitale, qui devient même létale, parce que le sol s'effondre littéralement dans ces régions-là à cause de l'assèchement des sols. Vous allez, et je pense que si j'habitais dans le delta du Gange, je ferais exactement ça. Vous allez chercher à sauver votre peau et à immigrer pour supprimer cette gêne. Et bien évidemment que notre rôle de pays dits développés, c'est d'accueillir les réfugiés climatiques. Mais vous remarquerez quand même qu'en faisant ça, on agit encore une fois sur la gêne ressentie, qui là se traduit par des souffrances physiques, mentales, mais pas sur ce qui cause la gêne. Donc, si on cherche à supprimer cette gêne parce que ça nous cause des désagréments et des souffrances, on agit encore une fois sur la gêne et pas sur ce qui cause la gêne. Donc c'est une approche légitime et tout à fait compréhensible sur le plan psychologique, mais qui est inopérante d'un point de vue des résultats et qui ne fonctionne pas avec des problèmes complexes, c'est-à-dire dont les éléments sont intriqués les uns dans les autres. Et si vous opérez un pas de côté, vous verrez que ces différents désagréments ne sont que la partie visible d'un mal sociétal qui est en réalité beaucoup plus profond. Et pour illustrer ça, j'utilise une métaphore, une allégorie même, qui est celle du kaléidoscope. Alors, au risque d'intellectualiser la discussion, je dirais qu'on a vraiment un problème qui est métaphysique. Et un des premiers à avoir compris ça, c'est Platon,
et il a très bien illustré à travers son allégorie de la caverne, c'est qu'en fait, on est obnubilé par les phénomènes qui apparaissent directement à nos yeux et aveugle vis-à-vis des noumènes, c'est-à-dire de ce qui sous-tend les phénomènes visibles. On le voit très bien sur son allégorie. Je ne sais pas si vous êtes versé là-dedans, si vous connaissez cette allégorie, elle est assez connue. Mais les prisonniers de la caverne regardent les ombres qui sont en réalité projetées par le biais de figurines qu'on voit derrière un mur, et ils croient que ces ombres sont la réalité. Alors qu'en fait, la réalité, c'est d'une part les figurines, et puis d'autre part le monde physique qu'il y a de l'autre côté de la caverne. Dans un kaléidoscope, ça marche à peu près comme ça aussi. On a dans le tube central ces miroirs qui nous donnent des reflets de la réalité, mais qui ne sont pas la réalité. Et la réalité de ce qu'on voit dans un kaléidoscope, c'est ces cryptos qui sont de l'autre côté de l'opercule en verre. C'est une métaphore que j'utilise souvent, et donc ces miroirs que l'on voit sur cette représentation ne sont que des représentations, et parmi ces représentations, il y a nos médias, donc nos médias au sens journalistique du terme, mais de manière plus large, nos médias en général, qui sont en fait tout dispositif qui permet de diffuser nos connaissances. Et le problème qu'on a, c'est que on dit souvent qu'on a basculé dans une ère de l'information, et c'est vrai, c'est que la quantité et la force de diffusion de ces représentations du monde, que ce soit nos médias au sens journalistique, que ce soit nos médias au sens informationnel, c'est-à-dire la philosophie, les sciences en général, la poésie, l'art, le cinéma, la force de diffusion et la quantité de ces représentations du monde sont devenues telles qu'elles finissent par prendre le pas sur l'objet qu'elles représentent, c'est-à-dire sur le monde réel. Et on est un peu dans un jeu vidéo, en fait, sans s'en rendre compte, on est un peu dans une worldview. Et ça pose en réalité deux problèmes. Si je bascule sur un autre visuel, c'est que ça nous fait commettre deux confusions fondamentales. La première, c'est que parmi ces représentations, il y a des reflets qui sont parfois trompeurs, il y a des miroirs déformants de la réalité, donc des représentations qui ne représentent pas la réalité. Et par ailleurs, même si ces reflets sont relativement fidèles à la réalité, il ne faut pas oublier que ce ne sont que des reflets. C'est-à-dire que si on essaie d'agir dessus, on n'agit pas forcément sur le monde. Et donc, cette approche qui est de vouloir agir sur nos représentations pourrait nous faire penser que agir sur le monde ou agir sur nos représentations du monde, ça reviendrait à peu près au même, ce qui n'est pas le cas. Si vous êtes invité, par exemple, par un média, et que voilà, vous n'êtes pas entré dans la matrice, vous n'êtes pas entré dans la salle de contrôle. Vous regardez les images de la salle de contrôle, mais vous n'êtes pas entré dans la salle de contrôle. Et je pense pas que bricoler le kaléidoscope soit véritablement opérant. Un philosophe optimiste, peut-être, vous dirait que agir sur nos représentations permet d'agir sur le monde, ce qui est juste. C'est seulement que, en fait, on peut pas le faire dans un temps imparti très court. Il y a par exemple l'exemple du cinéma qui a permis donc, nos représentations, le travail du cinéma qui a permis l'émancipation des femmes. Là, on parle bien du monde réel, sauf que ça a pris du temps et que par ailleurs, nous, notre défi à nous, notre défi civilisationnel, il est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre. Et on peut se dire que agir sur nos représentations ne suffira pas. C'est très bien de le faire, mais ça ne suffira pas dans le temps imparti. Donc, ce qu'il faut, c'est casser ce plafond de verre et agir directement sur le monde. Et pour agir directement sur le monde, il faut agir sur nos comportements humains, qui sont, je le rappelle, des actions qui sont observables et mesurables, par des indicateurs physiques, que l'on parle de parties par million, que l'on parle d'unités de distance ou de temps,
et qui ont un impact visible sur le monde physique. Voilà. Si vous incitez votre voisin à limiter sa consommation de viande, vous avez opéré un changement de comportement qui a un impact mesurable sur le monde et qui se traduit typiquement par la diminution de son empreinte carbone ou de son empreinte eau. Voilà. On parle bien là de comportement et non pas de représentation. C'est important de faire la différence entre les deux parce que, je le rappelle, on a tendance à confondre représentation et monde réel, monde physique. Donc nous, ce qu'on propose à travers cet ouvrage, c'est de faire la part belle à l'approche étiologique. L'étiologie, c'est tout simplement l'étude des causes, donc à contrario du symptomatisme, qui est l'étude des symptômes. Donc ce qu'on propose, c'est de laisser ce qu'on appelle les approches symptomatiques de niveau 1, c'est-à-dire travailler sur la gène, et de niveau 2, c'est-à-dire travailler sur nos représentations, et de leur préférer une approche étiologique. Il faut faire l'effort intellectuel de sortir de ce palais des glaces, de cette caverne de Platon moderne, de ce kaléidoscope sociétal, casser ce plafond de verre pour qui nous déconnecte de la réalité vraie, pour tenter d'accéder à ce qu'il y a au-delà de ça, pour tenter d'accéder à cette boîte noire du changement qui est notre système comportemental. Alors, pourquoi je parle rapidement de boîte noire? Parce que au-delà de l'utilisation du terme qu'on en fait dans l'aviation, notamment lorsqu'il y a des crashs, la définition de boîte noire, c'est information soit inaccessible, soit omise délibérément. Alors, je ne sais pas si notre système comportemental, je pense que ça relève plutôt de l'inaccessible que de l'omis délibérément. Mais c'est vrai qu'on parle là de phénomènes abstraits que je vais essayer d'expliciter rapidement dans les slides qui viennent. Alors, à partir de là, il n'y a pas de consensus scientifique de ce qui va vous être présenté, hein, mais simplement, à travers la notion de comportement, il y a 3 échelles, on va dire, de comportement qui sont les paradigmes, c'est-à-dire nos grands principes de principe, notre ADN civilisationnel, qui produisent des attitudes qui sont, elles, un état d'esprit, on pourrait dire. L'attitude en neuropsychologie, c'est un état d'esprit, c'est une prédisposition d'un passage à l'action. Et ces attitudes produisent des comportements qui sont nos actions du quotidien. Donc, les paradigmes produisent des attitudes, lesquelles produisent des comportements. Mais là où ça se complexifie, c'est que d'une part, si on peut considérer effectivement les comportements humains comme les briques élémentaires de notre système comportemental, ils influent à leur tour, c'est la flèche que vous voyez dans notre sens, ils influent à leur tour sur ce qui les a produits, c'est-à-dire sur les paradigmes. Donc nos comportements peuvent modifier des paradigmes. Il y a tout un tas d'exemples qui illustrent ce fait, mais je vais passer rapidement parce que je crains de dépasser l'horaire. Alors, à ce stade de la conférence, on pourrait dire qu'on a une vision assez complète du problème humain, on va dire, du bug humain, ce qui pourrait être une illusion, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une vision complète d'un problème pour que ce problème puisse se résoudre. Parce que, à supposer que nous ayons une vision holistique du problème, il y a encore plusieurs écueils qui pourraient se mettre en travers de notre route. En fait, il y en a 4 pour nous, dans notre vision. Par ordre d'importance, je vais les passer rapidement en vue. Il y a d'abord ce qu'on appelle le leurre de la tabula rasa paradigmatique, c'est-à-dire de se dire, puisque la plus grande échelle, la plus grande granulométrie de comportement, c'est les paradigmes, les grands principes de principe, qui posent le problème anthropocénique, on va d'abord agir sur ces paradigmes. Or, c'est très difficile d'agir sur un paradigme. Si je paraphrase Einstein, je pourrais même dire que c'est plus difficile de casser un atome que de casser un paradigme humain. On a beaucoup de mal à s'en prendre à des paradigmes comme le capitalisme. Marx a essayé, il est malheureusement pas arrivé. Il y a l'électoralisme, il y a le monopole de la croissance. C'est très très dur de s'en prendre à ces paradigmes.
Et nous, ce qu'on propose, c'est d'agir à une échelle épistémologique un peu plus fine. Donc ça, c'est le premier écueil à éviter. Le deuxième écueil, c'est l'absence de feedback du système. Pour faire court, on a des prescripteurs de solutions, des penseurs de la transition qui essayent de résoudre des problèmes et qui nous proposent des concepts. Le seul problème, c'est que ces concepts, ils ne cherchent pas forcément à les opérationnaliser, c'est-à-dire à les déployer dans le monde réel. Et lorsque ces concepts arrivent dans le monde réel, on s'aperçoit que les théories ne sont pas forcément bien définies ou applicables. Donc, il y a un problème, un déficit de remontée du terrain pour adapter de manière récursive, de manière rétroactive, ces théories. C'est-à-dire que les penseurs produisent des théories, ne se soucient pas tellement de l'opérationnalisation de leurs théories dans le monde réel, et du coup, les remontées du terrain ne se font pas, et ces concepts ne restent que des concepts. Donc ça, c'est un deuxième écueil à éviter. Il y a un troisième écueil qui est l'absence d'indicateurs d'efficacité, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans un processus de transition, on produit un effort. Et si on n'a pas d'indicateurs sur l'efficacité de notre effort, on a tendance en fait à se décourager, ce qui est tout à fait normal. Si vous êtes randonneur et que vous faites de la montagne, si vous au bout de 3 heures de marche, vous ne savez pas où est-ce que vous en êtes, combien de kilomètres vous avez parcouru, il y a un moment où vous allez faire machine arrière, ce qui est tout à fait logique. Et en transition, alors on a des indicateurs type bilan carbone, taux d'effondrement de la biodiversité, etc. Mais c'est souvent des indicateurs qui se développent à l'échelle d'un pays ou d'une région, mais rarement à l'échelle d'un ménage ou d'un individu. Et ce qu'il nous faudrait, en fait, c'est des indicateurs multiples pour nous assurer que les efforts qu'on produit, ça va dans le bon sens et pouvoir chiffrer, en fait, ces efforts. Et aujourd'hui, on n'a pas ces indicateurs d'efficacité. Et puis, et là, on en arrive au cœur de la conf, le quatrième écueil qui est la présence d'obstacles au changement sur la voie de la transition. Donc la présence d'obstacles structurels dans nos processus de transition empêchant la mutation profonde de nos comportements. Alors ces obstacles sont très nombreux. On ne sait pas d'où ils viennent. On n'a jamais cherché à les identifier de manière exhaustive. Ni à les traiter, et il se trouve qu'ils ont de nombreux liens systémiques entre eux. Donc en fait, c'est pas 4 ou 5 nœuds comme j'ai représenté là sur ce visuel, on est confronté à un sac de nœuds. Voilà. Et il y a tellement d'inconnus sur cette question des obstacles, il y a tellement peu d'écrits aussi, et peu de travail de recherche sur cette question des obstacles, même s'il y a plusieurs concepts, comme les biais cognitifs, par exemple, mais qui ne sont que des visions partiales et partielles du sujet. Il y a tant d'inconnus qu'on s'est dit que ce sujet-là, il fallait lui donner une ontologie. Et c'est ce qu'on a essayé de faire à travers ce livre, de se poser vraiment la question de ce point de vue-là, de passer la transition au crible d'une pensée de l'obstacle qu'on a essayé d'inventer. Donc en résumé, le changement, c'est pas gagné. Et selon toute logique, si on ne s'attelle pas à ces 4 écueils-là, notamment le dernier, sur lequel on a concentré nos efforts, le suprasystème système Terre, anthroposphère, devrait logiquement s'effondrer. En fait. Alors, c'est un moment de la conférence où le moral des participants est au plus bas, parce que je vous ai plutôt annoncé des mauvaises nouvelles. Mais c'est nécessaire en fait parce qu'il y a des concepts en neuropsychologie qui montrent que pour qu'il y ait un rebond, il faut d'abord qu'il y ait une phase de dépression. C'est-à-dire une perte d'énergie mentale. Donc peut-être que vous êtes bien déprimé. J'espère vous faire remonter dans les slides qui vont suivre. Donc notre postulat est le suivant. Il ne peut pas y avoir de transition rapide si on ne s'attelle pas en parallèle aux obstacles qui grèvent la mise en place de ces mêmes transitions. Et c'est même les transitionneurs eux-mêmes qui le disent, que ce soit des penseurs en économie, ou des penseurs en agriculture, ou des penseurs, des biologistes, ou des spécialistes de la décarbonation. Quand on leur demande pourquoi est-ce que
le concept de l'économie régénérative, de l'économie du donut, pourquoi l'agroécologie reste des épiphénomènes, ben, ils répondent, ben, c'est parce qu'en fait, il y a, enfin, pour ceux qui répondent, celles et ceux qui répondent, c'est parce qu'il y a des phénomènes d'obstacles à la mise en œuvre de ces concepts. Et alors, certains vont vous dire c'est le dogme de la croissance, d'autres vont vous dire c'est parce que en fait c'est le striatum, d'autres vont vous dire c'est parce qu'il y a trop de normes, d'autres c'est le capitalisme. En fait, chacun a un peu son explication, chacun a un peu sa marotte, mais il manque une logique globale à tout ça. Voilà. Alors, je vous montre un visuel qui est pas dans le livre, en tout cas pas sous cette forme. C'est un visuel qui reprend le codex impédimentologique. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un obstacle? Un obstacle, c'est en systémique, en fait, la tendance d'un système à maintenir un comportement initial malgré l'introduction de forces de changement. Et derrière cette idée, malgré l'introduction de forces de changement, il faut que vous y voyez justement tous les efforts qu'on fait depuis 30 ans. Donc depuis 30 ans, il n'y a jamais eu autant de COP, de sommets internationaux sur le climat, d'alarmes qui sont tirées par les activistes et les scientifiques. Et pour autant, on voit que le système Terre continue de se détériorer. C'est notre explication, c'est parce qu'il y a justement des obstacles qui empêchent au système de changer de nature, de changer de règles d'interaction, de changer d'objectifs. Donc voilà, c'est la définition de l'obstacle d'un point de vue systémique. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas d'obstacle dans l'absolu. Il n'y a d'obstacle que parce qu'il y a des plaignants. Si on vivait dans un monde où il n'y aurait que des conservateurs, il n'y aurait pas d'obstacle. Il n'y a d'obstacle que parce qu'il y a des gens qui se plaignent comme je le disais tout à l'heure, d'un non-changement de comportement à l'échelle globale. Voilà. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a écouté ces plaignants, on a recensé 101 obstacles à la transition, et on les a classés en 4 catégories. Les obstacles neuropsychologiques, ce qui relève de la psychologie du cerveau, de la chimie du cerveau, et de nos biais cognitifs notamment. Les pierres d'achoppement épistémologiques, c'est un peu complexe à comprendre, mais en fait, ça renvoie à la méconnaissance de notre connaissance. C'est un peu notre difficulté à comprendre les phénomènes abstraits, à comprendre la notion de paradigme, par exemple, la notion de systémique, nos difficultés à comprendre les réactions en chaîne, de comprendre les ordres de grandeur physique. Voilà, c'est un peu notre difficulté à comprendre tout ce qui est abstrait en général, en fait. Ensuite, les pierres d'achoppement politologiques, et là, il y a un certain nombre de paradigmes qui sont inclus dedans, notamment l'électoralisme, le partisanisme, l'ultralibéralisme, voilà, on les passera rapidement en vue. Et la plus grosse partie des obstacles sociologiques, qui est en fait, qui renvoie à nos difficultés à nous comprendre les uns les autres et à échanger des connaissances, pour faire très court. Ça a donné lieu à ce visuel que vous avez là, qui apparaît pas tout à fait sous cette forme dans le livre, mais qui est ce qu'on appelle le codex, qui est en fait le recensement des 101 obstacles. On s'est arrêté à 101, mais en réalité, il y en a plus que ça. 101 obstacles au changement. Et ce qu'on voit, c'est que ces obstacles sont de nature très multiple, et que par ailleurs, ce qui n'est pas rassurant, ils se renforcent les uns les autres. Alors, je ne sais pas si on aura le temps. Peut-être, Alban, dis-moi si on est court au niveau du temps. Si tu peux prendre 2-3 exemples pour expliquer la combinaison des obstacles. Ouais. Exactement. Donc, j'en avais choisi 4. Les injonctions contradictoires. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on vit dans un monde qui nous pousse à la schizophrénie et qui nous pousse en fait à obéir à un ordre tout en y désobéissant d'une autre manière. Un des exemples, c'est par exemple la tendance qu'on a à valoriser le standing social, c'est-à-dire de faire des voyages pour apprendre d'autres langues, pour connaître d'autres cultures, parce que c'est bon aussi pour la construction de notre identité personnelle et professionnelle. Et en même temps, on nous demande de respecter les limites planétaires, ce qui est très difficile, en fait, très complexe, parce que découvrir d'autres cultures, apprendre de nouvelles langues, ça veut dire voyager, ça veut dire
prendre l'avion pour la plupart d'entre nous, et ça veut dire avoir une empreinte carbone qui est pas du tout à 2 tonnes et qui est pas du tout aujourd'hui on est plutôt à 10 tonnes et qui est encore moins à 2 tonnes. Donc c'est juste pas possible en fait d'y arriver. Et ça, la conséquence de ça, c'est que ça crée du découragement, ça crée de l'incompréhension, ça crée des effets rebonds, ça crée des co-anxiétés. Donc c'est un obstacle. Vous voyez, à lui tout seul, il pèse déjà pour très lourd. Et il faut vous dire qu'il y en a 101 comme ça. Je peux peut-être parler de la pensée binaire, hein, qui est un mode de raisonnement largement employé dans nos sociétés modernes, qui consiste c'est la pensée linéaire, pas binaire, qui consiste à penser de manière séquentielle. Donc, un problème égale une solution, une cause égale une conséquence. Ça, c'est un mode de pensée qu'on voit beaucoup dans le monde ingéniurial. Et ça crée aussi des solutions ça crée une recherche de solutions qui ne sont généralement pas les bonnes. Le monopole de la croissance est tellement montré du doigt que je ne vais pas forcément m'attarder là-dessus, mais en gros, c'est l'accumulation à tout prix et sans limite, qui est probablement un héritage psychique et physiologique des premiers sapiens, qui avaient besoin de constituer des réserves. Mais là, en fait, on en arrive à des énormités, ne serait-ce que maintenir 2% du PIB, lorsqu'on sait ce que ça veut dire. 2% du PIB, c'est en fait l'économie qui croît de 2% chaque année. Ça veut dire qu'au bout de 35 ans, avec 2 points de PIB, vous avez doublé votre économie. Si vous avez 7 points de PIB, vous avez doublé votre économie en 7 ans, ce qui est juste pas tenable d'un point de vue des limites planétaires et qui est là aussi un sacré obstacle sur la voie de la transition. Et donc le ressac conservateur, qui est une réaction vive et violente du conservatisme, lorsque le conservatisme sent que, en réalité, le progressisme est en train de gagner du terrain. Donc il y a une réaction vive et violente. En ce moment, on a tous les jours des ressacs conservateurs, qu'on appelle aussi des backlash. On l'a vu dernièrement avec Musk, qui a supprimé les dispositifs de régulation et de modération et de fact-checking sur ses réseaux. Ça a été suivi par Zuckerberg. Ça, c'est typique d'un phénomène de ressac conservateur. Et il y a toute une stratégie qu'on propose dans le livre pour contrer ces obstacles, et notamment le ressac conservateur, dont on parlera peut-être très très vite tout à l'heure. Je passe rapidement sur, vous avez un visuel avec pas les 101, mais une partie, peut-être une bonne moitié. Notamment les co-anxiétés, l'ultralibéralisme, l'illusion dystopique et la dictature de la société de loisirs. Là, qu'est-ce qu'on a? On a l'érosion de l'individualité. Voilà, c'est un échantillon d'obstacles qui montre à quel point ça va être compliqué d'emprunter de nouvelles trajectoires. Et il se trouve que on a 101 obstacles à ce jour dans le manuel, mais qu'on en a recensé en réalité plus de 250 à ce jour. Donc, quand je vous disais que c'était pas gagné tout à l'heure, c'est effectivement pas gagné. Donc, l'obstacle est un impensé aujourd'hui. Il y a très peu de penseurs qui se sont attelés au sujet, et c'est fort de ce constat qu'on a cru nécessaire de créer une discipline ad hoc qu'on a appelée, de manière un peu pédante, l'impédimentologie. Alors, il y a quand même deux bonnes nouvelles. La première, c'est que pour chaque obstacle qu'on a recensé, on propose un contre-obstacle, une sorte d'attitude clé, en fait, dont les effets sont censés être inverses à ceux produits par les obstacles. C'est la première bonne nouvelle. Et la deuxième raison d'y croire, c'est que on peut augmenter la force de frappe de ces contre-obstacles, de ces attitudes clés, si on utilise certaines méthodes, certains modes opératoires. Alors, je passe sur la terminologie. En gros, impédimentologie, ça vient du latin impedi, qui veut dire dans les pieds. On a rajouté le suffixe logi pour le logos, le discours. Donc, en fait, l'impédimentologie, c'est une discipline qui s'intéresse au traitement des obstacles aux phénomènes transitionnels. Et j'enchaîne sur la suite.
Donc, on a fait un peu d'histoire et on s'est aperçu qu'en fait, cette thématique des obstacles a été très, très présente chez les philosophes et chez donc les philosophes de l'Antiquité, chez les épistémologues. Bachelard, par exemple, parle d'obstacles épistémologiques. Plus récemment, on a Edgar Morin qui, pour lui, l'obstacle à l'appréhension des problèmes complexes, c'est le réductionnisme et la pensée en silo. Voilà, il insiste beaucoup là-dessus. Donc, on a plein de penseurs qui se sont intéressés au cours de l'histoire à ces phénomènes d'obstacles, et pour le coup, on n'est pas les premiers. Mais ces penseurs-là s'intéressaient aux obstacles, on va dire au développement humain ou à l'acquisition de connaissances. Et nous, là où on fait le focus, c'est vraiment les obstacles à la transition sociétale. Donc, pour utiliser ces contre-obstacles, il faut déjà être capable d'identifier de quel obstacle on parle. Pas dans un livre, comme on l'a fait, mais en fait dans la vraie vie. Et il y a 3 étapes essentielles pour identifier ces obstacles. C'est le ciblage, le criblage et le déverrouillage. Alors, pour faire très très vite, en fait, je l'ai dit, on a basculé dans une ère de l'info. Et si on cherche dans cette ère de l'information, que ce soit dans notre actualité personnelle ou dans, on va dire, dans la grande actualité, si on cherche à identifier des obstacles, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, mettre de côté les paradigmes sur lesquels on ne peut pas agir parce que c'est des espèces de gros machins qui sont installés depuis des siècles ou des millénaires, et on n'a pas de possibilité d'action ni individuelle ni collective dessus, et de se concentrer plutôt sur les attitudes et surtout sur les comportements humains, qui, comme je le rappelle, sont des actions du quotidien. Et ces comportements, ces obstacles, on va dire, comportementaux, ça peut être des choses très simples, comme par exemple notre cher président qui avait dit il y a un peu plus d'une année que les Français aimaient la bagnole, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui est un obstacle à la transition pour diverses raisons. Ça peut être votre boulanger qui ne veut pas proposer des produits véganes dans sa boulangerie. Ça peut être des agriculteurs, on va dire conventionnels, qui ne souhaitent pas faire autre chose que de la monoculture. C'est Monsieur Vauquier qui voulait flinguer le ZAN. C'est notre capacité à vouloir rouler en voiture de plus en plus lourde, de plus en plus spacieuse. Voilà, c'est des choses en fait très terre à terre du quotidien. Voilà. Le but étant d'arriver à faire muter, à permuter ces comportements, à opérer une transition en fait entre un comportement qu'on pourrait dire de type anthropocénique vers un comportement compatible avec le respect des limites planétaires. J'ai bientôt terminé, peut-être 5 minutes. Donc, une fois qu'on a ciblé ce comportement, donc vous passez en gros l'actualité au crible de cette analyse et vous identifiez un comportement qui vous paraît bloquant. Voilà. Il y a une chose assez amusante à faire, c'est de se servir de notre codex, cette espèce de roue des obstacles, et d'essayer de voir en filigrane de ces comportements, qu'est-ce qu'il y a comme obstacle. Un petit peu comme de la même sorte que dans une cellule, dans toute cellule du corps, vous avez des gènes dans notre ADN qui sont inclus dans cette cellule. Ben là, derrière chaque comportement, vous avez des obstacles paradigmatiques ou des attitudes bloquantes. Et on avait pris cet exemple fictif, parce qu'on veut cibler personne, d'un député du Doubs qui, pour voilà, booster sa station de sport d'hiver, pourrait proposer la gratuité des places de stationnement dans ces stations. Et on s'était dit, derrière ce comportement-là, qui est un comportement bloquant, il y a plusieurs obstacles en filigrane qui apparaissent, qui sont ceux que vous voyez là, dictature de la société de loisirs, qui est documenté dans le bouquin, déficit prospectiviste, qui est développé dans le bouquin, monopole de la croissance et clientélisme politique, comme on va le voir juste après. Et donc, l'opération de déverrouillage, la troisième opération, elle consiste en fait, c'est là où ça devient créatif, à identifier en filigrane de chaque obstacle qui apparaît dans la roue des obstacles, les attitudes clés, donc en miroir de chaque obstacle. Donc là, si je reprends l'exemple, c'est reconfigurer nos futurs qui apparaissent en miroir de la pierre d'achoppement numéro 30.
dynamiser la vie politique locale, travailler moins et mieux, et remettre la soif d'apprendre au cœur de nos divertissements, voilà, qui apparaissait aussi en miroir de la pierre d'achoppement sur la dictature de la société de loisirs. Et ça, en fait, c'est un peu votre cahier des charges qui va vous permettre d'embrayer sur des actions. Alors, à ce stade-là, soit il y a plusieurs manières d'agir. Soit on s'empare en fait d'une attitude clé, hein, et on va développer tout un projet, et ça peut être le projet d'une vie, de s'atteler à une attitude clé. Hein, il y a plein de projets qui peuvent se développer à partir de ça. Soit on va se dire, on va essayer de multiplier notre force de frappe et d'utiliser ce qu'on a appelé dans le livre la multidimensionnalité agissante. Et la multidimensionnalité agissante, ça a l'air un peu pédant, mais en fait, c'est très simple. C'est qu'on va chercher un effet combo, en fait. C'est-à-dire que avec ce cahier des charges dont je vous parlais avant, qui est en fait une liste d'expédients, on va s'appuyer sur des catalyseurs d'action, c'est-à-dire selon que vous ayez un profil d'activiste ou un profil d'intellectuel, entre guillemets, selon que vous ayez un profil de monsieur tout le monde, vous allez choisir un certain type d'action qui va permettre d'implémenter les différentes attitudes clés que vous aurez recensées. Et ça va vous permettre de multiplier la puissance de votre action et d'opérer une transition d'un comportement de type, on va dire, anthropique ou anthropocénique vers un comportement du respect des limites planétaires. Et ça peut passer par, en fait, des actions très, très diverses. Et c'est là que ça devient créatif, parce que selon que vous ayez la fibre de l'activisme ou selon que vous ayez plutôt le profil de quelqu'un de très sérieux, ben vous allez plutôt opter pour une thèse de doctorat ou pour un jeu sérieux ou pour des débats publics ou pour de l'engagement politique ou pour de la création de communs ou pour des parodies sérieuses, ou pour de l'activisme, ou pour des fresques, ou pour de la pédagogie. Voilà, c'est là que ça devient très créatif et que ça s'adapte aux spécificités de chacun. Ce qui est important, c'est de passer à l'action. Voilà, comme on le voit sur ces flèches au bas de la slide. Donc, j'en arrive à la fin de la conférence. Comme je le rappelais au début, on a créé un institut qui s'appelle l'I3. On travaille sur 4 axes majeurs, qui est d'accélérer les recensements, parce qu'il se trouve que, comme je vous l'ai dit, il y a encore d'autres obstacles qu'on n'a pas recensés. Pour chaque obstacle, il y a des expédients, ces fameuses attitudes clés. Donc, on doit encore recenser beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de travail de recherche qui reste à faire. On doit diffuser nos connaissances et on est en train de mettre sur pied une fresque de l'obstacle. On a des conférences de prévues. Voilà, on est en recherche de diffuser ces connaissances. Et puis, on cherche aussi à étoffer nos méthodes d'action. Et puis, par ailleurs, à participer, ce que je disais tout à l'heure, à l'émergence d'indicateurs de transition. Ça me paraît fondamental pour savoir un peu où est-ce qu'on en est à l'échelle individuelle sur nos efforts transitionnels. Voilà. Et donc ce livre que montrait Alban, qui est un peu le pendant, on va dire, éditorial de toute cette pensée que j'ai essayé brièvement, même si j'ai dépassé l'heure, de vous présenter aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous aura intéressé et que vous aurez senti à quel point il sera complexe de transitionner sans nous atteler en parallèle au traitement des obstacles aux transitions. Et j'espère sincèrement être arrivé à vous donner envie de nous retrousser les manches, parce que voilà, cette envie-là de se retrousser les manches, de bien faire les choses et de remettre les choses en ordre, elle sera toujours le préalable à tout changement de comportement à grande échelle. Voilà, merci. Merci beaucoup, Lucas. Je propose de prendre 5 minutes pour répondre aux quelques questions qui sont apparues. Et puis, je voyais qu'il y avait une main qui se levait. Il y a Sébastien qui a posé une question. Sébastien, est-ce que tu veux la poser en direct ? Éventuellement, c'était simplement, vous avez dû aller très vite et du coup, à un moment, vous avez dit oui, en plus, il n'y a pas d'indicateur à l'échelle des individus ou des ménages.
Et du coup, je me posais la question enfin, j'étais un peu peut-être enfin non, juste je questionnais dans le commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de l'empreinte carbone, du travail sur l'empreinte carbone, par exemple, qu'on peut faire à l'échelle d'un individu? Oui, tout à fait. Alors, l'empreinte carbone fait partie de ces dispositifs de mesure qui marchent très, très bien à l'échelle individuelle. Le fait est qu'on n'a pas d'indicateur sur plein d'autres aspects. Et il faudrait en fait qu'on ait des indicateurs de type empreinte carbone sur d'autres aspects à l'échelle individuelle. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, bon, mettons que j'ai un jardin, d'accord, et que ce jardin, jusqu'à ce jour, je le tonds une fois par semaine, d'accord, ce qui est très mauvais pour la biodiversité, ce qui est très mauvais pour les pollinisateurs, et que je cherche à transitionner vers une pratique qui serait plutôt de faucher mon jardin une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois. Si je n'ai pas d'indicateur à l'échelle individuelle qui me disent bah, vous avez réussi à retenir tel taux d'humidité dans votre sol comparativement à votre pratique d'avant, vous avez réussi à régénérer la biodiversité, les pollinisateurs à X%, ça sera très difficile pour moi de continuer à faucher mon jardin, parce que c'est quand même un effort, même un effort physique pour le coup, versus la solution facile qui consiste à le tondre. Vous voyez, et des indicateurs comme ça de transition, on en a besoin dans tous les domaines. Et je répète, à l'échelle individuelle, à l'échelle d'un État, c'est très bien de savoir où on en est au niveau de la biodiversité, mais ce que j'aimerais, moi, c'est de savoir à l'échelle de ma collectivité de communes, de savoir où est-ce qu'on en est. Vous voyez, c'est ça qui serait intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez tous envie de dîner. Ah, Marie-Pierre. Alors, le micro est fermé, Marie-Pierre. Est-ce que c'est mieux là? Oui, c'est bon. C'est bon. Okay. Juste, donc moi, j'ai l'impression que bon, c'est hyper intéressant cette démarche. Pour ma part, je suis responsable d'une initiative de transition à Toulouse. Je suis coprésidente. Et du coup, la difficulté qu'on a, c'est vraiment sur l'animation des groupes de citoyens, au sens où chacun, si on reste à l'échelle individuelle, c'est très compliqué de rester motivé. Donc, on essaye de faire des choses à l'échelle des citoyens, de groupes locaux, de quartiers, voilà. Mais on voit bien qu'il y a un manque de connaissance et de pédagogie du leadership qui fait que c'est très compliqué, en fait, d'arriver à avoir des groupes vivants. Voilà. C'est ma remarque. Et du coup, est-ce qu'on trouve des solutions sur cet obstacle? Oui, tout à fait. Alors, il y a plein d'obstacles, il y a plein de solutions. Une solution qui peut marcher, vous l'avez dit, c'est de créer des groupes, parce qu'on sait que les dynamiques, on sait même que nos capacités de mémorisation des actions qu'on peut faire sont beaucoup plus fortes si on le fait en groupe et si on partage ça en groupe plutôt que si on le fait à l'échelle individuelle. Donc la première chose à faire, c'est effectivement de créer des groupes, d'utiliser aussi l'intergénérationnel. L'intergénérationnel marche beaucoup, donc de travailler sur 3 générations, des projets de transition sur 3 générations pour maximiser l'impact et éviter de sombrer dans le découragement et la démobilisation. Et puis après, il y a des outils pratiques comme ce qu'on appelle le crowdacting, qui est un dispositif en fait d'entraide au partage d'expériences sur la base d'instruments, on va dire, assez didactiques et plaisants à utiliser, ludiques, qui permettent donc des plateformes en ligne de proposer des projets où on peut se mettre en commun autour d'un projet commun et de mettre en commun des compétences diverses dans un but précis. Donc le crowdacting, c'est quelque chose qui marche assez bien, mais ce qu'il faudrait faire, par rapport à cette difficulté, c'est en fait de prendre le bouquin et de lister toutes les attitudes clés qui permettent de répondre en fait à la démobilisation et au découragement. Voilà, moi
Là, j'en ai deux qui me viennent, c'est les projets intergénérationnels de transition et le crowdacting, mais il y en a certainement d'autres. Ce qu'il faut, en fait, c'est essayer d'être chirurgical. Et voilà, ce que je perçois de votre question ou remarque, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. Et ce qu'on essaye de faire à travers ce bouquin, c'est justement d'être concret. Donc là, moi, à ce stade, je vois deux choses, c'est l'intergénérationnel, de travailler en groupe, et puis d'utiliser le crowdacting. Alors, il y a simplement Jeanne qui demandait ce qu'était le crowdacting en quelques mots dans le… Ah ouais, comme je disais, c'est des plateformes en fait qui permettent de manière assez ludique, donc des applications en fait, qui utilisent l'outil numérique, comme quoi l'outil numérique peut aussi nous aider à transitionner si on l'utilise bien, et qui permettent de se mobiliser autour d'un projet commun, projet de transition. Ça peut être un projet de création de tiers-lieux ou un projet de permaculture ou un projet de gestion de nos déchets ou un projet de pédibus, je ne sais pas. Peu importe quelle est la nature du projet, sur cette plateforme, de se fixer des défis dans une aire géographique donnée. Donc, ça veut dire que vous êtes en relation avec des gens qui sont près de vous. Voilà ce que c'est que le crowdacting. Génial. Il y a Bernard qui a levé la main. Bernard, est-ce que tu veux… Oui, je vous rejoins tout à fait sur le manque d'indicateurs au niveau individuel pour mesurer l'effort, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de mettre au fur et à mesure une base de données, par exemple avec un intervalle, bien sûr, ce n'est pas d'une précision, etc. Si mon champ fait 100 mètres carrés et que je le fauche, ben, qu'est-ce que ça rapporte, quoi. Et pareil, les voyages en avion, il n'y a pas d'étalon. Si j'évite de faire 1000 km en avion, de combien je gagne en carbone, etc. Est-ce qu'on pourrait pas avoir une base de données auquel on peut se référer pour avoir au moins une benchmark, quoi. Ouais, alors tout ce qui touche au carbone, ça c'est quand même assez bien référencé. On sait qu'un voyage Paris-New York, aller-retour, on nous en autour de 3 tonnes. Bon, ça, tout ce qui touche au carbone, et puis par ailleurs, vous avez l'ADEME, d'ailleurs, qui a été très critiqué par le camp des Républicains ces derniers jours. L'ADEME, un calculateur d'empreinte carbone sur tous les produits, tous les services qu'on peut consommer. Mais effectivement, il y a une quantité d'autres aspects où on a besoin d'indicateurs. Et là, il n'y a pas de secret. Il faut créer les outils, il faut créer les instruments, comme on l'a fait pour l'empreinte carbone. Il faut créer des instruments qui permettent de mesurer à l'échelle individuelle ou à l'échelle d'un ménage où est-ce qu'on en est dans la portée de nos efforts. Voilà. Et dans le cas inverse, ce qui peut se passer, c'est qu'on ne poursuit pas l'effort puisqu'on ne sait pas où on en est. Donc ça, il faut le faire sur la question de l'eau, il faut le faire sur la question de la biodiversité, mais ça veut dire d'y mettre des moyens. Et à l'échelle d'un champ ou d'un jardin qu'on pocherait plutôt que de le tondre, ça veut dire que on a des mesures qui sont faites in situ pour dire exactement quel est le taux d'humidité du sol avant, après. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut mettre des moyens financiers aussi devant. Ce qui est aujourd'hui pas le cas. Voilà. Mohamed, la dernière question. Ah, vas-y. À moins que… Merci Alban, et merci beaucoup Lucas pour cette intervention. Et je prends ma casquette de vice-président de partenariat de l'association. C'était pour savoir, parce que je ne sais pas si Alban a fait toute la présentation de l'asso, mais vous avez en face des gens qui sont conscients de la difficulté du changement, qui ont pris le choix ou la position de l'adresser d'un point de vue facteur humain avec les différents formats qu'on propose. Mais en tout cas, c'est des gens qui sont relativement sensibles, conscients de ces difficultés de changer. C'était les deux questions que j'avais, c'est est-ce que vous avez déjà fait la fresque au niveau des différents collectifs desquels vous travaillez, et comme ça peut aussi, on peut avoir un échange mutuel sur les approches. Et le deuxième, c'est comment on peut travailler avec vous, ou comment vous pouvez travailler avec nous sur les différents projets qu'on mène. Comment on peut rejoindre, par exemple, le I3, en tant qu'association, en tant qu'université, et parce qu'on a des sensibilités différentes au sein de l'association, en fonction des différents sujets à traiter, avoir des représentants de l'université qui y participent.
Ouais, je vous remercie pour ces deux questions et puis merci pour votre intérêt. Alors, on vient de sortir un bouquin et en ce moment, on est clairement dans une phase de promotion d'ouvrage. Et parce que c'est chronophage et parce que on a des médias qui s'intéressent, mais ça nécessite aussi d'aller les voir, de se déplacer, de préparer des éléments de langage. Donc voilà, depuis 3 semaines, on est là-dedans. Mais on va dire que ça, c'est le pendant promotionnel d'un livre, mais c'est le pendant d'une approche qui est beaucoup plus large et qui a pour but, en fait, d'accélérer les transitions. Ce qu'on veut, c'est accélérer les transitions. Enfin, c'est même enclencher les transitions, parce qu'on pourrait même considérer que les transitions n'ont pas réellement commencé, qu'on est encore dans une phase de pré-développement, de préparation. Donc là, on essaie de promouvoir une pensée nouvelle. Et d'ici quelques semaines, effectivement, on sera prêt pour commencer nos premières fresques de l'impédimentologie. Donc là, on est dans une phase de préparation des visuels, de préparation des cartes, de préparation de grands posters qu'on souhaite utiliser. Donc notre idée, c'est d'aller voir en fait des transitionneurs, c'est-à-dire des organisations ou des collectivités locales qui sont engagées dans les transitions, mais qui s'aperçoivent que ça bloque, que ça coince. Et je crois que l'Institut, l'Université du facteur humain en fait partie. Et d'essayer de les aider pour leur donner des outils pratiques, et de surtout pas rester dans la théorie, d'arriver à des outils pratiques pour les aider justement à traiter ces fameux obstacles qu'elles ont par ailleurs identifiés à travers leurs pratiques récentes. Donc ça, c'est une dynamique qu'on va mettre en place ces prochaines semaines. D'ici 3 semaines, je pense qu'on sera prêt pour faire nos premiers ateliers, nos premières fresques. Et là, on est tout à fait ouvert à en faire une avec l'Université du facteur humain. Et puis, l'I3 est une association d'entreprise, ce qu'on appelle une association d'entreprise. C'est une association dont les adhérents, en fait, sont des organisations publiques ou privées. Donc, ça peut être d'autres associations, d'autres fondations, ça peut être des collectivités, voilà. Mais a priori pas des particuliers. Donc un peu comme le Shift Project, c'est une association d'entreprise, ce qu'on appelle une association d'entreprise. Donc vous pouvez rejoindre en tant qu'adhérent, et à ce titre-là, on peut effectivement mener en commun des actions visant à sensibiliser et surtout à mettre sur la voie du traitement de ces fameux obstacles à la transition, qui est une discipline récente, et dont on espère qu'elle va atteindre un seuil qui lui permettra d'être reconnue comme véritable discipline de recherche. Mais il y a encore du travail en vue d'accélérer ces phénomènes transitionnels. Avec plaisir pour travailler ensemble. À l'autre voie. Merci beaucoup, Lucas. Merci beaucoup à tous de vous être connectés. On se retrouve dans quelques jours seulement, puisqu'on aura une nouvelle conférence sur un sujet complètement différent, mais qui pourrait être une des réponses aux différents obstacles, qui est le pouvoir du récit et comment le récit peut nous aider à changer le monde. Merci beaucoup et à très bientôt. Et puis, Lucas, on reste en contact, en tout cas, pour se parler prochainement de tout ce qu'on pourrait faire en commun. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.